Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos études auraient pu vous conduire à devenir criminologue. Vous avez réalisé juste à temps que le crime ne paye pas. Vous avez ainsi gagné à être connu, voire reconnu, avec des dialogues et des mots qui n'ont jamais été assassins. Bonjour Philippe Chevalier. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes au théâtre actuellement, on va en parler tout à l'heure, avec une pièce fantaisiste et avec Bernard Mabille. Pour l'instant, on va évoquer votre parcours, puisque le principe des clés d'une vie, vous le savez, oui. Vous êtes venus tous au début, c'est d'évoquer votre parcours à la ville comme à la scène. Alors, j'ai trouvé des dates, et la première date que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, le 27 septembre 1979, je crois que ce sont vos débuts sur scène à Montpellier, dans les Folies de Gargantua. Alors, bravo, mon cher Jacques. Alors, juste petite rectification, c'est pas à Montpellier, c'est à Nîmes. Oui, d'accord, mais il se trouve que la compagnie avait répété à Montpellier. Parce qu'elle venait de Montpellier. C'était la compagnie des arènes de Nîmes. Oui, mais on avait répété. Alors, vous êtes beaucoup plus calé que moi, parce que ça, j'ai pas souvenir. Alors, je me rappelle très bien avoir joué dans les jardins de La Fontaine, puisque c'était Yvon Pradel qui était l'animateur dans tous les sens du terme de cette compagnie. Et alors, je me rappelle pas, mais peut-être qu'on a répété à Montpellier, c'est possible. Enfin, il y a eu une première à Montpellier et ensuite il y a eu Nîmes. Alors c'est possible qu'il y ait eu... Et oui, effectivement. Oh là là, mais c'est incroyable. Quelle mémoire il a, ce Jacques Pessis. Heureusement que vous êtes là. Sans vous, je ne dirais rien. Mais vous êtes le frère... Frère Jean des Entomures. Et comment vous êtes retrouvé là-dedans? J'étais au conservatoire de Nîmes. Oui. Et donc, je faisais mes premiers pas artistiques après Nantes, d'ailleurs, parce que j'avais commencé au conservatoire de Nantes. Après, je suis allé au conservatoire de Nîmes. Et là, il y avait justement un type formidable qui s'appelle Yvon Pradel et son épouse, et qui avait une compagnie qui faisait des spectacles. Alors, des spectacles, on peut dire amateur, mais c'est un peu péjoratif. C'était un grand professionnel, un très bon acteur, et il prenait des jeunes. Et il avait monté un spectacle tiré évidemment de l'œuvre de Rabelais et qui s'appelait Folie de Gargantua. Oui, c'est ça, la Folie de Gargantua. Donc avec un montage de texte, on était toute une bande, on était tous issus de ce conservatoire de Nîmes. Il y avait peut-être quelques Montpelliéraines parce qu'on était nombreux. Alors, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des personnes plus âgées. Et c'était très rigolo et c'est ma première apparition sur scène. Et c'était quoi, frère Jean des Entomeurs? C'est le frère Jean des Entomeurs, c'est le patron de l'abbaye de Thélème. Exactement. Donc c'est fais ce qu'il te plaît. C'est un moine moignillant, comme disait Rabelais, c'est-à-dire un jouisseur, quelqu'un qui profitait de la vie. Alors, il se trouve que quand Pantagruel est sorti des presses, le nom de son écrivain sur la couverture, c'était Alcofribas Nazier. Oui. C'était le pseudonyme de Rabelais, qui était l'anagramme de son vrai nom, François Rabelais. C'est l'anagramme de François Rabelais, voilà. Alors, vous êtes né loin de Montpellier et de Nîmes, oui. À Redon, oui. En Ille-et-Vilaine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Redon? Parce que ma famille paternelle est quand même bretonne. Ou plus exactement, elle est malouino-cancalaise, c'est-à-dire cancalaise et malouine. Ma mère, elle était parisienne. Mes parents, d'ailleurs, se sont mariés à Paris. Mais mon père étant magistrat, à un moment donné, il a été dans sa vie, après avoir eu 3 enfants, il en a eu un 4e, c'était votre serviteur, qui est né à Redon. Je suis né d'ailleurs dans une clinique, mais je suis né à la bougie parce qu'il y a eu une panne d'électricité. C'est pas vrai. Je suis né à la bougie et donc déjà l'attrait de la scène. Il y avait la bougie comme chez Molière, oui. Qui était le... Voilà, donc évidemment, je n'ai pas de souvenirs très précis, même si j'ai une mémoire d'éléphant. Oui. Parce que je me rappelle, j'ai des souvenirs très, très anciens. C'est-à-dire je crois, alors, à moins que ce soit une illusion, un rêve ou une image, mais je pense me rappeler mon grand-père maternel, à Saint-Malo, d'ailleurs, il était à Saint-Malo, alors que lui n'était pas mal loin, Porte Saint-Louis, et j'avais 18 mois. Et je me promenais avec lui. Il avait une grande barbe blanche. Donc 18 mois, j'ai un souvenir de 18 mois, oui. Je crois que votre grand-père était armateur. Oui, alors pas celui-là. L'autre celui-là, il était inspecteur d'assurance. Oui. Voilà. Donc les assurances, ça m'a marqué. Non, mon grand-père était à la fois capitaine au long cours et armateur. Il y avait beaucoup, d'ailleurs, dans les années 30, beaucoup d'armateurs naviguaient à Saint-Malo. Parce qu'ils n'avaient pas une flotte, ils avaient 2 ou 3 bateaux. Et en l'occurrence, c'était des Terre-Neuve. Et il allait... Alors lui, allait surtout en Islande. Je ne sais pas s'il est allé à Terre-Neuve.
En tout cas, à Redon, il y a un collège Saint-Sauveur, Oui. dont l'un des plus brillants élèves a été Hervé Bazin, futur président de l'Académie Goncourt. Je ne sais pas si vous le savez. Si, alors, si je savais qu'il avait été à Saint-Sauveur, 2 de mes frères y sont allés aussi. Pas moi, j'étais trop petit parce que j'ai quitté Redon à 18 mois. Voilà. Et en fait, il se trouve qu'il il a été papa à 80 ans, Oui. ce qui fait qu'en naissant, son fils était déjà grand-oncle. C'est quand même assez particulier. Ah, ça, c'est bien, je connaissais pas. Je vois très bien Hervé Bazin avec Vipère au point. Exactement. Joué par Alice Sapritch, entre autres. Dans le feuilleton télé, évidemment, parce que je sais, Jacques, que vous êtes imbattable sur l'histoire de la télévision depuis la fin des années 50, malgré votre jeune âge, et qu'on a essayé de concourir tous les trois avec Smaïn, et Oui. que vous nous battiez à plat de couture. Vous êtes quand même un maître en la matière. Alors, il se trouve donc que le collège Saint-Sauveur, vous n'êtes pas allé. Non. En revanche, vous êtes allé à Nantes, car votre père s'est déplacé beaucoup. Oui. Ben, Rennes. Alors, non, il y a d'abord eu Rennes. Alors, j'étais après enfant à l'école des frères des écoles chrétiennes, l'école de la Tour d'Auvergne, après au lycée, le fameux lycée qui s'appelait Chateaubriand à l'époque, où a eu lieu d'ailleurs l'affaire, enfin, il y a eu le premier procès de l'affaire Dreyfus. C'était ce grand bâtiment qui était, avant de devenir un lycée, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, ce qu'on appelait le lycée de Chateaubriand, qui est maintenant devenu le lycée Émile Zola. Et après, je suis allé à Nantes, puisque mon père a été nommé à Nantes. Où il y a un autre lycée qui est Jules Verne, je crois. Qui est Jules Verne, voilà. Et Jules Verne, parce que Jules Verne a habité Nantes et il a fait ses classes dans ce lycée. Exactement, avant d'écrire tous les romans que l'on connaît. Voilà. Alors, il se trouve aussi que votre père est magistrat, donc au départ, vous auriez dû être magistrat. J'aurais pas dû, parce que j'ai 3 frères au-dessus de moi qui ne l'ont pas été, même si mon frère aîné est un éminent maintenant à la retraite professeur de droit. Mais les 2 autres n'ont pas suivi la carrière juridique, ni même, et encore moins judiciaire. Parce que j'avais mon deuxième frère qui est décédé était dans la banque, et il avait fait une école de commerce, il avait été aux États-Unis, etc. Mon 3e frère est psychologue. Et moi, je suis juriste un peu par défaut. Je voulais faire des lettres, mais on me disait ça va mener à rien. J'étais nul en maths. Donc j'ai fait mon droit, comme on dit, à Nantes et à Nîmes et à Montpellier. Mais j'étais un élève dissident parce que je suis passé en conseil de discipline en 3e année, par exemple. Vous avez redoublé la 3e année. J'ai redoublé la 3e année, donc j'ai pas eu ma licence. Et pourquoi parce que j'ai eu une note éliminatoire en histoire du droit. Pourtant, je m'intéressais au droit. Alors bon, ça. Oui, mais le conseil de discipline, c'est parce que le type qui m'a foutu un 0 éliminatoire à Montpellier qui s'appelait Michel Vidal, qui était maître assistant. Je lui garde encore un chien de ma chienne. Ouais. Est venu se moquer de moi parce qu'il m'a mis un 0 éliminatoire à la session de septembre, alors que j'avais largement les points pour passer en 4e année, puisqu'à cette époque-là, j'étais à la charnière de la licence qui devenait maîtrise, enfin bref, 3e, 4e année. Enfin, parce qu'au départ, la licence de droit, c'était 4 ans. Donc j'étais à cette charnière-là, donc j'aurais dû être licencié à 20 ans. Et en fait, j'ai été licencié d'une certaine manière, puisqu'il m'a mis un 0 éliminatoire, et après, il est venu se foutre de moi, en me disant, non, monsieur le Chevalier, c'est pas bien de négliger l'histoire du droit, alors que je n'avais pas du tout été minable à ce moment-là. Donc là, je l'ai insulté. Oui. Je peux pas vous dire ce que je lui ai dit, mais je l'ai insulté. Total, donc j'ai redoublé, en ne prenant pas cette matière, d'ailleurs, qui était optionnelle, en prenant à la place de la comptabilité dans laquelle j'étais pas meilleur, mais je suis passé après quand même en 4e année. Et comme je l'ai insulté, je suis passé en conseil de discipline, devant les hautes autorités de la magistrature universitaire. Donc j'ai vu ce que c'était qu'un tribunal d'exception. Vous êtes passé en cour d'assises avec une magistrature debout. Voilà, exactement. Exactement. Oui. Et donc, vous avez quand même un diplôme, un certificat de criminologie. Alors, j'ai une licence de droit. Et puis, comme j'avais fait en 4e année, parce que j'ai pas eu ma maîtrise, j'ai échoué, parce que c'est vrai que j'étais un peu... Puis ça m'intéressait pas tellement, mais j'avais pris une petite option qui était la criminologie, et là j'ai eu mon diplôme de criminologie qui est valable alors que j'ai pas ma maîtrise. Alors ça fait rire mon éminent frère aîné qui lui est un vrai criminologue. Il me dit oui, bon, ton diplôme de criminologie à d'autres. Alors il se trouve aussi qu'il y a vos souvenirs d'enfance en vacances, et il y a une chanson qui fait penser à un lieu que vous voyiez régulièrement lorsque vous étiez jeune en vacances. C'est moi la môme cache-cache, voyez mes gros biscottos costauds. L'inoubliable, inoublié, Fréhel. Et bien sûr. Fréhel qui a connu des hauts et des bas. Ouais. Et elle s'appelle Fréhel, elle s'appelle Marguerite en réalité, parce que elle venait du Cap Fréhel. Du Cap Fréhel, bien sûr. Que vous voyez depuis vos vacances à Cancale, je crois. Alors, en réalité, les chevaliers, comme on dit à Cancale, les chevaliers sont originaires de Cancale. Alors, j'oserais dire depuis des lustres. Hein. Oui. Depuis des lustres, mais moi je passais mes vacances surtout j'ai encore beaucoup de famille à Cancale, mais j'allais surtout à Saint-Malo,
puisque c'est là que ma grand-mère avait un appartement. Et nous, alors, quand on habitait Rennes, on allait tous les week-ends à Saint-Malo. Et alors, à Saint-Malo, j'ai une affection particulière pour la plage du Maule, que les Malouins, évidemment, connaissent. C'est la plage qui est contre les remparts, à côté de la plage de Bonsecours et le long du Maule. Et pour moi, c'est la plus belle plage du monde, parce que c'est un des plus beaux points de vue qu'on peut avoir sur cette magnifique baie de Saint-Malo que j'adore et que je bénis. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal dans ma vie, notamment grâce à notre profession, parce qu'avec Las Palais, alors après, il voulait plus voyager, Las Palais, mais on est allé en Nouvelle-Calédonie, je suis allé en Écosse, pas pour jouer, etc. Et je trouve que cette plage du Maule est sublime. Voilà, je suis un peu comme Dali avec la gare de Perpignan sur la plage du Maule à Saint-Malo. Je crois qu'on y accède par une échelle le long des remparts. oui, mais ça, c'est optionnel, on n'est pas obligé. On y accède par une petite échauguette qu'on appelle la tourelle, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, la tourelle de la plage du Maule, dont il y a un escalier normal. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une autre plage du Maule, mais qui est beaucoup plus loin, qui est au Cap d'Agde, juste à côté des naturistes. Ah, bah ça, je ne savais pas. Faut pas se tromper. Ah bah, faut pas se tromper. Alors, au Cap d'Agde, oui, on avait... j'avais l'habitude, parce qu'on avait fait notre première au Cap d'Agde avec une pièce qui était, si je ne m'abuse, les Tontons Farceurs, oui. Avec mon vieux camarade Bruno Chapelle et Julie Arnold et Nathalie Marquet. Et j'avais dit qu'on avait eu au Cap d'Agde, avec cette pièce, le prix du meilleur costume. Mais ça fait pas rire tout le monde. Les gens comprennent pas. En tout cas, vous êtes resté très nature. Oui, oui, c'est gentil. Et on va continuer à parler de votre carrière à travers une autre date, le 30 décembre 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Chevalier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Chevalier. Nous parlerons tout à l'heure du Cake aux Olives, que vous jouez à Paris, que vous allez jouer en tournée. Alors, on a évoqué vos débuts. Vous avez failli être juriste. Oui. La France et la justice l'ont échappé belle. Oui, exactement. Oui. Si je parle du 30 décembre 1982, c'est que c'est une date clé pour vous. Écoutez ce générique. Le théâtre de Bouvard, avec un premier sketch avec Las Palais, 2 personnes qui promènent leur chien. C'est ça, 2 hommes et leur chien. Voilà. Alors, c'est notre premier passage à la télévision. C'était pas notre premier passage à la télévision. On avait fait aussi une promo avant, oui. Quelques mois avant. Enfin, c'est le premier passage marquant à la télévision dans le cadre du théâtre de Bouvard. 2 hommes et leur chien. Premier sketch qui a été adoubé par Philippe, parce qu'on avait fait plusieurs tentatives. Il nous a pas pris comme ça du premier coup. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on avait fait des sketchs et puis il disait... Alors, Bouvard, il faut savoir qu'il ne refusait jamais personne. Il refusait des sketchs. Et quand j'entends par exemple des gens dire « Ah il nous a pas pris, etc. », c'est pas possible. Il peut refuser. Je sais par exemple, Lim est passé 12 fois avant traitement. Nous, on est passé 5 ou 6 fois. Et puis, il a accepté... Et ça collait pas. C'est-à-dire qu'il disait non, ça me plaît pas, mais revenez. Oui. Jamais il ne décourageait les énergies et l'enthousiasme. Et donc là, au bout de 5 ou 6 fois, on a fait ce sketch qui l'a fait mourir de rire, c'est l'histoire de 2 types qui promènent leur chien, mais ils ont une attitude physique. Comme ils ont la laisse devant eux, on a l'impression qu'ils qu'ils sont en train de faire pipi. Reine d'Égypte, et puis en réalité ils promènent leur chien. Alors ça commence, le vôtre est plus gros que le mien, etc. Alors ça, Bouvard, il était, voilà, et on a gagné là, voilà. Mais après, il fallait toujours sur le métier remettre notre ouvrage et à chaque fois passer quand même sous les fourches caudines de Philippe. Rien n'était jamais acquis, donc c'était une école extraordinaire. Oui, et en même temps, vous passiez régulièrement ensuite. Oui, parce qu'on était motivés. Parce que quand vous êtes inconnu, que vous avez 25 ans, on avait 24 et 25 ans, Las Palais et moi, donc on était quand même très jeunes. On n'était pas les plus jeunes, hein. Didier Bourdon était plus jeune, Seymour Bruxelles aussi, enfin Yvan Burguet, ils avaient 2-3 ans de moins que nous. Vous passiez à la télévision devant 15 millions de téléspectateurs, le lendemain, dans la rue, tout le monde vous reconnaissait. Donc c'était un choc, une espèce de chose incroyable. Donc on voulait se battre pour continuer. Et justement, tout ça est né parce que vous avez croisé Régis Las Palais un jour, vous aviez décidé de faire des cours et vous êtes allé chez Françoise Piat, la femme de Jean Piat au cours Simon, je crois, Philippe Chevalier. Oui, c'est ça, parce qu'on a été, en fait, Régis et moi, on a été au cours Simon, mais pas ensemble. Et moi, j'ai quitté le cours Simon après 2 ans avec Françoise Piat, qui était mon professeur, et puis... j'ai arrêté au bout de 2 ans parce qu'en fait, comme je faisais du théâtre amateur, ça plaisait pas tellement, non pas à Françoise Piat, mais à la patronne, je me rappelle plus comment elle s'appelle, à Rosine Marga. Alors je suis parti, j'ai fait 1 an dans la publicité,
Et puis, mon copain Philippe Harel, qui est devenu un grand réalisateur, me dit, bon, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Et puis, il y avait Las Palais, lui était en même temps chez Pia, enfin, après. Et quand elle a rouvert son propre cours, eh ben, j'ai retrouvé Las Palais avec Françoise Angèle Pia. Et alors là, ça a été un coup de foudre immédiat, hein, si je puis dire. Ah bon? Pas physique, hein. Non. Mais un coup On de le foudre. comprend, ça. Oui, on le comprend, oui. Ben, il en a autant à mon service, j'imagine. Et on a décidé de faire des sketchs ensemble. Et là, à l'instigation d'abord de Robert Thomas, qui était un ami de Françoise Pia, vous savez, auteur de théâtre bien connu, et qui a notamment écrit 8 femmes, qui est devenu un film célèbre ensuite. Dans lequel d'ailleurs vient... 8 femmes, non, c'est autre chose, non, parce qu'il a fait Piège pour un homme seul aussi. Et donc, Françoise Pia nous dit, il y a Philippe Bouvard fait une émission dans laquelle il recrute des jeunes de café-théâtre qui font des sketchs basés sur l'improvisation. Et en même temps, on a croisé Pascal Légitimus. Et puis, qu'est-ce qui nous a un petit peu incité à le faire aussi? Enfin, il y avait toute une troupe, voilà. Et c'est comme ça qu'on est allé chez Bouvard. Et là, ça a été le début quand même de quelque chose de singulièrement romanesque, aventureux, mais très enrichissant, sur tous les plans. Voilà. Et vous aviez commencé par un spectacle où il y avait 10 personnes dans la salle qui ne comprenaient pas tout ce qu'on disait. Moi, je l'avais vu, je pleurais de rire, qui était Pas de fantaisie pour l'Orangeade. Oui, c'est ça. Pas de fantaisie dans l'Orangeade, effectivement, un spectacle qu'on avait créé tous les deux. En fait, justement, Madame Pia, Françoise Angèle, s'appelait Engel Pia, Angèle Pia, disait Angèle Pia, qui était donc l'épouse de Jean Pia, qui était une femme merveilleuse, qui a joué dans Les Rois Maudits. Bien sûr, mais qui a été, elle a été, je crois, sociétaire aux Français. Oui. Et avait repéré chez nous une sorte de complémentarité et nous avait incité à écrire nos propres fantaisies. Nos propres sketchs, nos propres... Si bien que tous les deux, Régis et moi, on a pris la plume et on a écrit cette petite pièce qui s'appelle Pas de fantaisie dans l'Orangeade, dont on n'a pas de traces. Il y a une vague vidéo qui a été tournée par un de nos copains qui était avec nous au Cours Simon, au Carreau du Temple, mais c'est malheureusement pas bon pour que ça puisse être diffusé. Et on a écrit cette pièce, et c'est avec ça qu'on est allé... Enfin, c'est pas avec ça qu'on est allé, mais on est allé au théâtre de Bouvard parce qu'on jouait dans un café-théâtre, parce que Bouvard recrutait des gens qui faisaient des spectacles dans des cafés-théâtres. Alors, il se trouve ensuite que c'est monté rapidement et que vous êtes allé dans les salles de plus en plus grandes. Alors, ce qui se passe, c'est que même avec la troupe du théâtre de Bouvard, au bout d'un an, il y avait un tel succès à la télévision, parce que je vous dis, entre 10 et 15 millions de téléspectateurs par jour, Philippe Bouvard, qui est un entrepreneur extraordinaire, a eu l'idée de nous faire jouer nos sketchs en gala, en province. Et on jouait, alors c'était déjà à l'époque, en 83, c'est ça, on jouait donc un an après la création de l'émission, on jouait dans des salles de 3000 personnes. Je me rappelle notre premier gala à Jeuf. Jeuf, c'est dans l'Est. On était partis en autocar et on faisait 2 heures de spectacle devant un parterre de public incroyable. Alors, on n'avait pas de micro à chef. On avait des micros sur pied. On faisait nos sketchs devant les micros sur pied. Ils nous présentaient, etc. Non, c'était tordant. On a fait ça. Et puis après, on a même fait un spectacle au Théâtre Saint-Georges. Et après, à la Potinière. Voilà. En même temps, l'écriture était complémentaire parce que, finalement, Régis Las Palais, c'est plus lent que vous lorsque vous écriviez. Il est surtout lent quand il est sur scène, mais il a son rythme à lui. Il a une apparente lenteur, mais quand il se déploie ou quand il se déplie, quand il fait des mimiques, là, c'est très rapide. C'est une espèce d'animal un peu étrange. On a l'impression qu'il sort du zoo. Et évidemment, il est tordant parce qu'il a des... Et c'est vrai que la plupart des gens, notamment les chauffeurs de taxi, quand je monte dans leur véhicule, me disent « Ah, avec Las Palais, vous étiez complémentaires. » Et c'est vrai que il y a une espèce de type qui parle tout le temps, et puis l'autre qui dit bof, passe-moi le sel, et tout le monde se marre. Voilà. Mais il se trouve aussi que vous êtes complémentaires dans le quotidien, puisqu'il n'avait ni téléphone, ni répondeur, ni ordinateur. Je crois qu'il n'a pas changé. Oui. Je ne l'ai pas eu au téléphone là depuis un certain temps, mais il n'a pas changé. À ma connaissance, il n'a pas de portable, il n'a pas d'ordinateur. Alors il a des amis qui l'aident un peu, parce que je ne sais pas comment on peut faire aujourd'hui, ne serait-ce que pour remplir la moindre tâche administrative, machin. Je ne sais pas, il se débrouille. Alors, il se trouve qu'avec vous et Las Palais, ce sont des expressions populaires qui sont nées comme c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, c'est dans le langage courant. C'est né comment, ça, le train pour Pau?
Alors, Le Train pour Pau est un sketch qu'on a commencé au Théâtre de Bouvard. Dans la deuxième partie du Théâtre de Bouvard, c'était le Théâtre de Bouvard en... Comment ça s'appelait? C'était toujours sur France 2. Boulevard Bouvard. Oui, c'était Antenne 2 encore, mais on était dans des décors. C'était plus au pavillon Gabriel. Nous, on est resté, parce qu'on est resté 5 ans fidèles à Bouvard. On est parti au moment de la 5. Quand il y a eu la 5, on a volé de nos propres ailes, si je puis dire. Et donc là, on a fait ce sketch qui durait 3 minutes, le sketch du train. Et puis après, quand en 86, on a décidé de faire notre propre spectacle sur scène, au Tintamarre d'abord, et puis à la Comédie de Paris, et puis au Café d'Edgar, on a repris ces sketchs-là. Il y avait l'hôtel, il y avait le Club Méditerranée, il y avait notamment le Train pour Pau. Et ce Train pour Pau, au début, il a duré 3 minutes, puis à la fin, il en durait 20. Et c'est au cours de cette rencontre avec le public, de nos improvisations, que Las Palais a eu cette idée géniale de dire « c'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé ». Mais ce n'était pas écrit à l'origine. Mais vous avez beaucoup improvisé. Moi, j'ai vu Monsieur Chasse, que vous avez joué au Théâtre du Palais Royal le premier jour, et 6 mois plus tard, c'était plus du tout le même spectacle. J'ai même récemment, dans une émission de radio, mais je me demande si c'est pas Sud Radio, j'ai parlé de vous, puisque je vous avais même carrément, dans cette pièce de Feydeau, interpellé, parce que vous étiez dans une petite baignoire là, à gauche. Oui. Et à un moment donné, je faisais une improvisation sur le vélo, l'invention de la bicyclette. Je parlais de la Draisienne. Et je zozotais, puisque je m'étais fait une fausse dent, comme je m'étais fait castagner, ça c'était dans la pièce. Donc je pouvais avoir une fausse dent, et je vous avais interpellé, et c'est vrai que ça faisait beaucoup rire les gens, parce que j'adorais cette idée de casser le 4e mur, même dans une sacro-sainte pièce de Feydeau. Je crois qu'il m'en aurait pas voulu. Non, mais je crois qu'il y avait une tarte qui circulait, un lion, ce qui n'avait rien à voir. Ça venait tous les jours en improvisation. Alors, l'improvisation du lion avait été faite un peu par Régis, à l'instigation de Jean-Luc Moreau, qui était notre metteur en scène, qui a fait une pièce véritablement tordante. Bon, on a respecté Feydeau complètement, hein, mais simplement, on a rajouté ce petit truc du lion, que Régis inventait, parce qu'il avait fait chasser un lion en Afrique. Et puis moi, je parlais de la bicyclette de la Draisienne. Alors, j'avais aussi... C'était une improvisation que j'avais trouvée et que j'avais après fixée. Voilà. Alors, en même temps, bon, le duo s'est séparé, mais vous avez fait beaucoup d'autres choses et on va continuer à en parler à travers une autre date, le 6 mai 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Chevalier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Chevalier. Nous parlons tout à l'heure de ce cake aux olives qui est à l'affiche à Paris. On a vu vos débuts avec Las Palais. Malheureusement, aujourd'hui, le duo s'est séparé après 36 années, je crois. Oui, on a travaillé 36 ans ensemble. Ouais, mais vous ne les faites pas. Non. Alors, j'ai trouvé une date qui est le 6 mai 2010. C'est une exposition pendant 1 mois à la Galerie Adler, juste à côté de l'Élysée, des photographies de jambes de femmes. Et ça, oui, ça a surpris beaucoup de gens. Oui, alors ça, c'est un vieux fantasme que j'ai. Il y a une partie de fétichisme en moi qui est liée justement aux jambes de femmes, bien sûr, et même à leurs fessiers, je dois le dire, mais à condition qu'elles soient gainées par des collants. Alors j'avais pris des photos comme ça depuis très longtemps parce que ça venait d'un truc de... J'avais bossé dans la pub en 78 et on avait eu un prospect, ce qu'on appelait un prospect pour une marque de collants assez obscure d'ailleurs, si je puis dire. Et j'avais fait des polaroïdes. Mon projet était... Mon idée, c'était de dire, même avec des femmes fortes, hein, des grosses bonnes femmes, eh bien, elles peuvent être belles si elles ont le collant machin. Alors on m'a rionné, on m'a pris pour un fou. N'empêche que moi, j'avais fait mes polaroïdes avec des copines que je connaissais qui avaient des gros popotins. Et de fil en aiguille, j'ai fait comme ça toute une collection de polaroïdes. J'ai montré ça un jour à un galeriste qui m'a dit « Mais c'est génial, il y a un côté sériel. » Pas serial killer, mais un côté sériel intéressant. Pas serial clair non plus, malheureusement. Mais et de fil en aiguille, si je puis dire, eh ben j'ai fait des expositions. Après, je suis passé du Polaroid au numérique. Et j'ai fait des... Alors, ça m'a valu, c'est ça qui était rigolo. C'est que j'avais déjà 20 ans de carrière derrière moi avec Las Palais, donc ça a surpris les gens. Et là, j'ai eu beaucoup d'articles de presse dans des journaux qui faisaient pas du... Notamment, j'ai eu dans Le Monde, dans Libération, j'ai eu même la dernière page de Libération, dans Les Inrocks, oui, dans Art Press. Tout d'un coup, je devenais une icône. Enfin bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça a fait long feu. Bon, mais c'est amusant. Alors, ça m'a occupé parce que c'était pour moi une véritable libération.
Et puis après, je me suis rendu compte qu'en France, c'est très difficile d'avoir 2 casquettes. Oui. Donc j'en avais parlé avec Charles-Élie Couture, qui fait de la peinture. On avait exposé au même endroit, d'ailleurs, je me rappelle, dans une exposition collective. Et il m'avait dit, moi je suis parti aux États-Unis, parce qu'en France, je ne peux pas être chanteur et peintre. Donc, alors moi, je suis pas parti aux États-Unis. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai compris que c'était très beau, mes photos, ça m'amusait. Et puis bon, il faut être radical, en fait, en France, dans une discipline ou dans une autre, contrairement aux Américains, aux Anglo-Saxons, qui aiment cette espèce d'alternance ou de cumul des mandats. Chez nous, c'est très difficile. Alors, il faut savoir que le Polaroid, vous avez été un des premiers à faire des photos d'art au Polaroid, et que le Polaroid, il a été inventé en 1948 par un monsieur américain, Edwin Land, et il a fait 47 exemplaires pour le lancer. Ils ont été vendus en moins de 3 heures. C'était une révolution dans la photographie. Bien sûr, parce que ça permettait à l'amateur, plus ou moins éclairé, d'avoir le résultat tout de suite. Et pour moi, c'était très pratique parce que je ne suis pas du tout photographe, mais j'avais un fantasme dans la tête, j'avais une idée fixe. C'était de rendre tangible, visible, ce paradis qui était pour moi les jambes de femme, comme dans le film de Lelouch, vous savez, avec Charles Denner. Et donc là, le Polaroid, c'était très pratique. Oui, vous êtes amateur, mais pas amateur, mais pas amateur. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, les deux, c'est ça. Je suis amateur plus qu'amateur. D'ailleurs, oui, ça vous a valu quelques ennuis parce qu'une partie de votre collection a disparu un jour. Oui, alors avant que je ne fasse mon exposition de photos, parce que j'ai pris beaucoup de temps, je gardais ça un peu pour moi, parce qu'au départ c'était un projet publicitaire qui n'a pas abouti. Donc j'avais des copines que je prenais en photo, et un jour j'ai une de mes amies qui est tombée dessus et elle les a fichues en l'air. Donc j'étais un peu comme Watteau, sauf que Watteau, lui, ses tableaux, c'est lui qui les a brûlés. Ouais, parce qu'elle était jalouse. Elle trouvait ça incongru. D'accord. Malsain et non pas cocasse, donc elle me les a fichus en l'air, voilà. Donc ça, c'est le côté photographe, mais il y a aussi le côté comédien qui est resté, parce que oui, heureusement, parce que c'est avec ça que je... Non, cela dit, j'ai fait quelques ventes, hein. Oui. Alors maintenant, je suis coté, puisque j'ai fait une vente ou deux aux enchères. Ah, quand même. Vous êtes vendu aux enchères, c'était au Crazy Horse d'ailleurs, sous le marteau. Bon, c'est votre côté marteau, justement. C'est mon côté marteau, sous le marteau de ce grand... Pierre Cornette de Saint-Cyr. Oui. Alors c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'il me voyait, j'avais rencontré, parce que j'avais essayé d'aller à la FIAC, etc. Puis je le voyais de temps en temps. Il n'a jamais compris que Philippe Chevalier, c'était moi. Ah bon? Non, c'est-à-dire pour lui, il y avait l'humoriste. Et il y avait un autre gars qui était photographe qui s'appelait Philippe Chevalier. Oui, et aussi un philosophe qui s'appelle Philippe Chevalier. Bien sûr, et je crois même qu'il est jésuite. Exactement. Oui. Alors donc, le comédien s'est développé, il y a eu plein de téléfilms, et c'est assez varié, parce que vous êtes passé de chez Maupassant aux contes et nouvelles du XXIe siècle. C'est très varié votre parcours, ça n'a rien à voir avec le parcours précédent. Alors, j'ai fait peu d'images. On a fait peu d'images. C'était d'ailleurs un des grands regrets de Las Palais. Peu d'images, c'est-à-dire qu'on a fait peu de cinéma. On a fait trois films un peu marquants. Le premier qu'on avait coécrit avec Jean-Jacques Perroni et avec le réalisateur qui s'appelait Jean-Pierre Jackson, qui est Ça n'empêche pas les sentiments, qui est une espèce de nanar extraordinaire. On a eu d'ailleurs les honneurs c'est pas très modeste, hein, mais il faut le dire, d'un numéro spécial de première, où on est vraiment en première page et on est à la première marche en tête d'affiche. Et ce film, Ça n'empêche pas les sentiments, avait fait royalement 25 000 entrées, mais il est culte. On en a les droits d'exploitation, Las Palais et moi, et on ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas, on a 2-3 malheureux DVD. On ne retrouve pas la bobine. C'est fou, ça. J'ai fait des démarches auprès... Alors, je fais un appel. Oui. Auprès du CNC, on m'a jamais répondu. Auprès de la Cinémathèque, on m'a jamais répondu. Pascal Thomas, ce grand réalisateur que j'adore, que j'avais rencontré l'année dernière, m'a dit, mais Chevalier, envoyez une lettre de ma part à je ne sais plus qui. C'est ce que j'ai fait, enfin, un mail. Le gars m'a jamais répondu. Donc, on a ce film qui, forcément... Il ne peut pas avoir disparu. Il est quelque part. Il est quelque part, mais je ne sais pas où. Alors ça n'empêche pas les sentiments. Après, on a joué, au même moment, on a joué dans Le Paris, le film de nos amis Bourdon et Campan, là, qui a eu un énorme succès, parce qu'on est passé de 25 000 à 4 millions. Bon, là, on avait... Régis avait un rôle très significatif, le mien aussi, parce que je faisais le gourou. Alors, il y a des gens encore dans la rue qui me disent le tabac, c'est tabou, etc. Et puis, on a fait surtout, après, Ma femme s'appelle Maurice, donc, parce que tiré d'une pièce de Raffi Chart, dont on a fait, je peux le dire aussi sans modestie, un triomphe au théâtre. 650 000 spectateurs. 650 000 spectateurs. Jean-Marie Poiret en a fait une réalisation filmique très rigolote, moi que j'adore,
qui n'a pas eu peut-être le succès escompté puisqu'on a fait 900 000 entrées, ce qui n'est pas si mal. Mais c'est vrai que pour Jean-Marie Poiré, c'est un demi-échec. Et autrement, alors moi j'ai eu la chance de tourner beaucoup avec Mocky. Justement, il y a avec trois films au départ. Alors j'ai fait même plusieurs petits... J'ai fait des téléfilms dans sa série Mister Mocky présente, donc oui, tiré de nouvelles de Hitchcock. Oui, il a repris les textes d'Hitchcock, voilà. les scénarios, il en a fait des téléfilms. Voilà. Et j'ai fait avec lui, alors en long métrage, j'ai fait Le Renard Jaune. Alors là, il y avait une distribution éblouissante. Moi, j'ai tourné... C'est marrant parce que je regardais Le Nom de la rose hier. Il y avait Michael Lonsdal. J'ai donné la réplique à Claude Brasseur, Dominique Lavanant. Enfin, il y avait... Antoine Duléry, il y avait Diffenthal, comment elle s'appelle celle, il y en a plein. Alors ça, c'était génial de tourner avec Mocky. Et puis, un très beau feuilleton télé en 2 épisodes, Colère, là, qui a cartonné à la télé, puisque il est passé au mois d'août, et on a fait 4 millions à chaque fois. Donc, Colère, un téléfilm de Mocky, très, très mockien, extraordinaire. Et puis, j'ai fait un petit film avec lui, avec Régis, qui s'appelle Les Nains, et que, alors, tout à fait mockien, surréaliste et qui est génial. Donc j'ai tourné 7 fois avec Jean-Pierre Mocky, que j'adore, et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Jean-Pierre Mocky et Jean-Marie Poiré. Ils savent ce qu'ils veulent. Oui. Ils savent ce qu'ils veulent. Il hurlait tout le temps sur les plateaux, Mocky. Oui, il hurlait d'une manière un petit peu monomaniaque, mais sans animosité réelle, puisque son équipe technique est toujours la même depuis des lustres, donc s'il était méchant, ça se saurait. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose, vous dites qu'un film a disparu, mais il y a aussi ceci qui a disparu et qui n'a jamais sorti même. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi, mais je pense à moi, je suis à toi. Ça, c'est Philippe Chevalier qui chante. C'est ça. C'est un inédit. C'est un inédit qui n'est pas sorti en disque, malheureusement. Alors, la musique est très bonne. Oui. Les paroles sont très drôles. Alors, moi, on ne vous reconnaît pas. Hein. Mais non, on ne me reconnaît pas. Alors, c'est un peu gênant parce que j'ai pris une espèce de voix de tête. Une espèce de voix comme ça. Je n'aime que toi. Donc, du coup, on ne me reconnaît pas. Du coup, comme disent les jeunes. Et alors, c'est dommage. C'est là que le bas blesse. Mais en revanche, la mélodie les paroles ont été faites par Guillaume et Renaud Stirn, qui sont deux vieux copains, mais ils sont plus jeunes que moi, et qui ont composé beaucoup de nos spectacles, de musique de nos spectacles avec Régis. Ils ont composé cette musique qui est géniale, qui est très entraînante, et malheureusement, on n'a jamais réussi à la sortir. Et pourquoi ? Ben, j'en sais rien. Il n'y a pas de maison de disques. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça date d'il y a une quinzaine d'années, et on est allé voir 2 ou 3 maisons de disques qui nous disaient « Oui, mais on voudrait qu'il y ait Chevalier et Las Palais ». Mais donc, il aurait fallu transformer la chanson. C'était un peu dommage. C'est comme ça. Maintenant que je suis tout seul et que c'est avéré depuis 7-8 ans, je pourrais peut-être repartir avec. Et comment s'est née cette idée ? C'est une idée de Guillaume Stirn, qui trouvait toujours très rigolo quand je parodiais des chansons d'opérette. D'ailleurs, j'en avais fait chez Bouvard. Oui. J'ai fait des chansons d'opérette chez Bouvard. Parce que j'avais cette espèce en de... En faisant de votre mieux, lui, vous disiez. Ah oui, c'est-à-dire que Bouvard, ça c'était extraordinaire, vous le connaissez bien, Jacques. Un jour, Bouvard me dit « Philippe, j'aimerais bien que vous fassiez un texte, là, votre coup de sang sur telle ou telle chose. » Bon, alors je dis « Très bien, Philippe, oui, hein, je compte sur vous. » Je dis « Oui, je vais faire mon maximum. » Et là, il me disait « C'est ça qui m'inquiète. » Donc, vous chantez l'opérette et ce disque, vous le faites comme ça. Voilà, donc Guillaume me dit, tiens, alors c'est lui qui a écrit les paroles, je trouve très drôle, c'est Je n'aime que toi. J'ai essayé de la refourguer auprès de Jean-Marie Poiré dans Ma femme s'appelle Maurice, ça l'amusait beaucoup, puis finalement ils ont choisi autre chose, je crois qu'ils ont eu raison. Alors, c'est quand même sur votre site, cette chanson. Oui, elle est en partie en tout cas, elle est en partie avec un petit visuel qui a été fait par Gaïa Bécaud. C'est Gaïa Bécaud qui m'a filmé, donc le fils de l'illustre Gilbert, mais Gaïa était illustre aussi. Et donc, il a fait un petit film en noir et blanc quand j'étais en face d'RTL, après les grosses têtes, en train de déjeuner avec Péroni. Mais heureusement que Péroni n'est pas dans l'image. Salut Jean-Jacques. Vous avez un regret, toutefois, Philippe Chevalier, vous auriez rêvé de jouer Colombo. Ah ça, oui. Oui, parce que j'ai fait des téléfilms avec Gérard Jourduy, justement, dans la série Maupassant, etc. Ça, c'était aussi un grand bonheur. Mais ce que j'aurais voulu vraiment, c'est avoir la carrière de Peter Falk, en tout cas pas forcément au cinéma, mais dans Colombo, je suis un colombolâtre, c'est-à-dire j'adore Colombo, je trouve que ce personnage est génial,
Et avoir un personnage de policier, de flic comme ça, je trouve que c'est extraordinaire. Les scénarios sont géniaux. Lui, il a donné sa patte. Alors, tout le monde me dit, il faut que tu le vois en anglais. Moi, j'ai toujours vu qu'en français, j'ai la collection complète. Mais Forêt, alors je peux le mettre en français si je veux. Enfin, il y a une manipulation à faire. Moi, je suis pas très doué. Mais il paraît qu'en anglais, c'est aussi très intéressant. Alors, il se trouve que Peter Falk lui-même avait acheté son imperméable dans une friperie. Oui. Tous les vêtements qu'il portait, il les avait achetés directement sans même se faire rembourser par la production. Oui. C'est une rare générosité. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça authentifie. C'est un génie, cet acteur. Un génie. En tout cas, il a été très bien doublé par Serge Chauvion aussi pour les Français. Exactement. Oui. En tout cas, là, bon, ça c'est le passé. Le présent, c'est un spectacle qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, de ce début, le 28 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Chevalier. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Philippe Chevalier. On a beaucoup parlé de votre passé, mais le présent, depuis le 28 octobre, c'est le théâtre de Passy, à Paris, où vous jouez le Cake aux olives, une pièce qui débute par ce classique. La 5e de Beethoven, je ne sais pas si vous le savez, mais la première fois que ça a été diffusé, qu'il l'a joué, ça a été un véritable échec. Personne n'y a cru. Et il a fallu qu'un musicologue découvre cette musique, Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, et la mette en valeur et qu'elle devienne un classique. Mais alors, après sa mort? Après sa mort. Ah oui, alors ça, je savais pas du tout cette histoire-là. Alors que les autres symphonies avaient fonctionné. Voilà, si celle-là, mais un échec complet. Je crois que l'orchestre a mal joué ce soir-là. Enfin, ça a été une horreur. Enfin, de toute façon, ah oui, alors effectivement, la pièce commence. Il y a une musique originale qui a été faite par deux musiciens qui sont formidables, qui donnent une note de gaieté dans cet univers, parce que ça se passe dans un EHPAD, dans une pension pour comédiens retraités, comédiens à la retraite. Et alors ça commence par la 5e de Beethoven, parce que mon voisin, parce que je suis à côté on est chacun dans un petit appartement de pension d'acteurs à la retraite, Oui. et il met la musique très forte. Et notamment, c'est la 5e de Beethoven. C'est pour ça qu'il y a un ta-da-da. Et donc là, je viens lui dire, écoutez, vous êtes bien gentil, monsieur, mais vous me cassez les oreilles parce que vous mettez votre musique trop forte. Et je tombe sur un atrabilaire. Alors, le pitch, en gros, c'est cet atrabilaire qui est un acteur qui a réussi, lui, qui est un grand acteur. Joué par Bernard Mabille. Joué par Bernard Mabille, donc un type assez massif, corpulent, qui a du poids. Ce type a un moral dans les chaussettes et il est sur le point de se suicider. Et moi, je l'en empêche. Au début, je me rends pas compte qu'il veut se suicider parce que je vois pas son revolver. Et je veux surtout lui fourguer un cake aux olives. Parce que alors moi, je suis un acteur ringard qui a jamais eu de succès, qui n'a fait qu'une pièce dans sa vie, c'est le cake aux olives. Voilà. Et le cake aux olives, en réalité, il faut savoir qu'il est arrivé en France dans les cuisines pour être le complément du cake aux fruits anglais. Ah, c'est oui. comme ça que c'est né dans les années 60. Ah, c'est ça, les méridionaux qui voulaient mettre des olives dans leur cake pour pas se faire moucher par les Anglais. Et voilà. Oui. Donc la cake aux olives, c'est une pièce que vous avez écrite au départ, mais en fait la vraie pièce a été écrite par Jérôme de Verdière. Alors, la pièce est écrite par Jérôme de Verdière. Il nous l'a donné. Alors, Jérôme de Verdière étant l'animateur de cette émission où on s'est rencontrés, enfin, on se rencontrait aussi aux grosses têtes avec Bernard, mais dans cette émission, enfin, un lundi sur deux de Paris Première, la revue de presse, oui. où je suis entouré de chansonniers, jeunes et moins jeunes. Et Jérôme nous a écrit une pièce sur mesure. Alors, c'est vrai qu'on l'a un peu amendé, on a rajouté des choses. Mais le bâti, comme on dit, c'est Jérôme de Verdière. Oui, et effectivement, Mabille et vous, c'était un duo qui n'existait pas. Ah, pas du tout. Et alors, il existait de facto, comme dirait celui qui a fait du grec, parce que souvent, on fait semblant on se chamaille. On fait pas semblant de se chamailler, on fait semblant de s'engueuler dans les chroniques de la revue de presse. Alors la revue de presse, justement, c'est né sur Paris Première en 2016. Oui. Personne n'y a cru. Ah non, pas en 2016, en 2007. En 2007, oui. Moi, je suis arrivé en 2016. Ouais, c'est ça. Oui. Mais personne n'y a cru. Et puis finalement, c'est un programme soi-disant pour les anciens qui marche très bien auprès des anciens et des jeunes. Exactement. Oui, on a on peut dire peut-être une des émissions phares de la chaîne. Et c'est un grand bonheur parce que d'abord, c'est une émission en direct. Donc on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas censuré, personne ne nous demande... alors, on se maîtrise nous-mêmes, on va pas dire des trop de... Enfin, parfois, il y a un laisser-aller.
Notamment notre maire de Paris, Madame Hidalgo, en prend souvent pour son grade, la pauvre. Hein. Oui, mais elle le mérite. Mais elle le mérite, voilà. Alors donc ça veut dire aussi une émission de chansonnier. Et ça, c'est un nouveau métier pour vous, chansonnier, Philippe Chevalier. Exactement, parce que je ne suis pas très politique, moi. On avait fait avec Régis quelques sketchs politiques. Notamment, j'ai revu un vieux sketch de Bouvard qui était passé sur YouTube, où on faisait, au moment de la cohabitation, Chirac et Mitterrand qui étaient dans le même plumard. Un sketch très drôle, qui est très long d'ailleurs, mais qui est assez marrant. Donc, et puis, on a fait aussi le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. On a fait cette parole. Mais voilà. Et alors, depuis que je suis chez eux, je fais un petit peu de politique, mais pas beaucoup non plus. Je fais des choses qui sont plus dans mon registre, qui tiennent de l'absurde. Oui, des sketchs décalés avec des jeux de mots, et vous êtes toujours à côté du sujet. Alors, quand je faisais des portraits, je parlais rarement de celui que je devais portraiturer, ce qui l'amusait en général beaucoup. Il y avait quand même un fil qui nous y reliait. Et là, maintenant, je fais surtout des thématiques. Par exemple, l'autre jour, on avait un historien qui est très sympa, qui s'appelle Alain Dagneau. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit une histoire, justement, enfin, une histoire de France avec des éléments décalés. Par exemple, le fait que Louis XVI, le jour de le 14 juillet 89, dit rien à signaler. Voilà, ça sont des choses historiques. Bon. Donc à partir de là, j'ai fait moi-même aussi ma propre thématique. Un jour, on a reçu le philosophe très sympathique, d'ailleurs, Raphaël Enthoven. Oui. Et j'ai fait mon histoire de la philosophie. Et ça l'a beaucoup amusé. Je disais, par exemple, que j'aimais beaucoup Hegel, mais surtout ma femme, parce que ma femme, Hegel. Voilà, des conneries comme ça. Alors ça fait rire les gens, parce que c'est bête. Mais c'est efficace. Voilà. Je crois qu'un jour, avec Clara Morgan, vous avez raconté que vous étiez chez le dentiste. Je me souviens de ça. Vous avez raconté une histoire de dentiste absolument délirante. Ah oui, c'est ça. Alors ça, je m'en souviens pas, parce que ça devait pas être dans mon texte. Et comme elle est parce qu'elle est un peu sur l'œil, comme on dit à cheval, elle a toujours peur qu'on la prenne pour. Alors que pas du tout, il n'y a pas de... bon. Alors elle m'envoyait des pics. Alors moi, ça m'amusait beaucoup de lui répondre. Alors, elle est charmante. À propos de cheval, le cheval aussi est votre plus belle conquête, Philippe Chevalier. Oui, c'est vrai. Oui. C'est venu comment, ça ? Ça, c'est... j'ai appris à monter à cheval très jeune, mais ça venait de ma mère. Parce que ma mère était cavalière, elle adorait les chevaux. Ma mère, c'était pas la mère. La mère, c'était plutôt mon père, sauf que mon père avait le mal de mer. On dirait du De Vos, enfin, une pâle copie. Donc, on n'a jamais été très bateau dans la famille. Même si mon grand-père était marin, et je suis entouré, moi, avec mes cousins de marins et de navigants. Mais moi, j'aime la mer pour la regarder. Et pour être sur un bateau, pour dire au capitaine, un petit verre de rosé, s'il vous plaît, Robert. Voilà. Mais je ne suis pas du tout manœuvrier, je ne suis pas batelier, ni de la Volga, ni de la Manche. En revanche, j'aime les chevaux. J'aime les chevaux. J'ai jamais été un bon cavalier, mais je pratique toujours. Je monte à cheval. Alors, comme un touriste, une fois par semaine, mais ça me fait du bien. Et ça me met dans mon assiette. Alors, il se trouve que vous parliez de votre mère. Il faut savoir que si vous êtes tombé dans l'humour, elle en est responsable parce qu'elle avait un côté assez fantasque, votre mère, Philippe Chevalier. Oui, exactement. Et quand j'entends, alors je ne vais pas me comparer évidemment à Louis de Funès, mais quand j'entends ce génie de Louis de Funès parler de sa mère, je revois la mienne. Sauf que la mienne était très gentille, très charmante, alors que je pense que la mère de Louis de Funès était un peu teigneuse de temps en temps. Ma mère était fantasque. Moi, je l'ai entendu dire, par exemple, au téléphone, à une de ses amies, parce qu'elle avait un petit côté mondain, un petit côté BCBG, comme ça. Alors elle disait « Oh oui, ma chère, oh oui, toutes mes amitiés à votre époux, je vous embrasse. » Et avant de raccrocher le téléphone, elle disait « Quelle andouille celle-là !» Enfin, des trucs comme ça. Elle était très drôle. Alors, ce côté chansonnier, c'est aussi une nouvelle aventure pour vous, parce qu'on a dit que les chansonniers étaient morts, alors que depuis tout. Ils vont très bien. Pas du tout. Alors, j'ai même fait... Quand j'ai commencé un one-man show, j'ai fait un one-man show il y a... Quand Las Palais est parti, je me suis dit, je vais faire un one-man show. Et donc, j'ai fait un one-man show d'abord au Théâtre d'Edgar, chez Luc Hamet, qui m'a très gentiment accueilli et produit. Et puis, j'ai fait quelques incursions chez Jacques Maillot, aux Deux Ânes. Alors, à l'époque, il n'y avait plus Bernard. Bernard avait quitté les Deux Ânes. Et l'autre jour, enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé justement une copine de cheval, comme dirait, comment il s'appelle Boris Vian, oui. Voir une femme qui a entre 35 et 40 ans, une très jolie femme qui est venue avec son mari et ses enfants, et qui ont 12 ans, et ils se sont bidonnés. Donc il n'y a pas du tout... Les chansonniers sont plus vivants que jamais, parce que les gens s'intéressent quand même beaucoup à la politique. Là, il y a de quoi faire. Alors moi, c'est vrai que c'est une grammaire un peu nouvelle pour moi, parce que c'est pas mon... Moi, j'ai tendance à parler de politique un peu sérieusement. Alors, il faut quand même, évidemment...
se mettre dans un... Je caricature plus mes contemporains et l'air du temps que véritablement les politiques. Voilà. Mais il faut savoir que les chansonniers, ça remonte au début de la télévision aussi, pour le petit écran. Robert Roca, Jacques Grélot. La boîte à sel. La boîte à sel qui a été censurée parce qu'ils ont osé mettre une voix sur des images de Michel Debré, Premier ministre. Oui. Donc le ministre de l'Information s'en est mêlé, a demandé le conducteur de l'émission, et ils ont dit, écoutez, il n'y aura plus d'émission, ce sera aussi simple que ça. Ah oui, c'est ça. C'était qui à l'époque? C'était Perfit? C'était avant Perfit. Avant Perfit. Oui, on a oublié son nom, mais on n'a pas oublié l'émission. Oui, c'est ça, oui. Alors c'est vrai que les duos, Bernard Mabille, c'est actuellement, avec le Cake aux Olives, à Paris et en tournée, parce que ça. On joue à la fois à Paris, donc au Théâtre de Passy, donc, alors uniquement les mardis et les mercredis, et un lundi sur 2, puisque l'autre lundi, on est pris avec la revue de presse, c'est à 21h, et puis alors on est en tournée, on a déjà fait 6 dates de tournée, ça marche très très fort aussi, et là, on va aller, la semaine prochaine, alors on va surtout avoir, parce que là, donc fin décembre, on a 3 dates, et puis on va avoir une tournée très intense en janvier, février et mars. Voilà. Il se trouve aussi que le théâtre en province, ça vous a sauvé à une époque où ça marchait plus, notamment grâce à Patrick Sébastien et grâce à Olivier Lejeune. Exactement. Chevalier. Parce que j'ai joué, alors après cette séparation Las Palésiennes, j'ai joué une pièce formidable de Patrick Sébastien qui s'appelle Le Sommelier, avec un partenaire extraordinaire qui est Didier Gustin, que tout le monde connaît. Et on a joué cette pièce quand même plus de 100 fois en province sur 18 mois, la pièce de Patrick Le Sommelier. J'ai voulu la produire à Paris avec Las Palais d'ailleurs, enfin pas avec Las Palais comme coproducteur, parce que nous avions à ce moment-là une société de production. On avait tout préparé avec Didier Gustin, il y avait Marianne Giraud, il y avait en alternance Didier Gustin ou Bruno Chapelle d'ailleurs en alternance aussi, mon ami Bruno. Et puis, il y avait Juliette Poissonnier, et enfin, voilà, oui, comme dirait Bouvard, il y avait aussi Josiane pour, voilà, bon. Enfin, il y avait une distribution époustouflante, et alors, tout était prêt, et 15 jours avant, il y a eu le Covid. Donc, on n'a jamais joué cette pièce à Paris. Ça pourrait s'arranger un jour? Ça pourrait s'arranger, bien sûr. Mais l'un des grands souvenirs aussi de votre duo avec Las Palais, c'est quand même le Dîner de cons. Ah, c'est la pièce la plus extraordinaire qui m'a été donné de jouer, parce que moi qui aime justement beaucoup improviser, et on avait beaucoup improvisé avec Régis et avec Bruno Chapelle dans Les Menteurs, une pièce qui a eu beaucoup de succès plus en province qu'à Paris. Le Dîner de cons, d'abord vous n'avez pas le droit d'improviser. C'est interdit par Francis Weber. C'est interdit par Monsieur Francis, et on n'en a pas besoin. Je n'ai jamais vu une telle régularité de rire systématiquement. Que vous soyez en forme, pas en forme, que vous disiez bien votre phrase, vous n'avez pas besoin d'avoir une... Enfin, il faut avoir, évidemment, il faut être sur le coup. Mais c'est une mécanique, c'est une horlogerie fabuleuse. Et Francis Weber a eu l'idée, un soir où il était invité à dîner chez Castel, par Jean Castel. C'est ça. Et c'était un dîner de con. Il ne savait pas ce que c'était. Et il s'est d'ailleurs demandé souvent s'il n'était pas le con de la soirée. Oui, il le dit parce qu'il a beaucoup d'autodérision. Mais je ne pense pas, parce que pour prendre Weber pour un con, il faut quand même... Oui, mais on ne sait jamais. Il faut y aller. Oui. Alors, il se trouve aussi que l'avenir, maintenant, c'est le théâtre pour vous. Oui. Et peut-être d'autres choses, parce que vous avez d'autres envies maintenant. J'aimerais beaucoup faire du cinéma, j'aimerais beaucoup faire... Moi j'adorerais faire un feuilleton télé en premier rôle, et notamment un feuilleton policier. J'envie beaucoup mon ami Francis Perrin, Jacques Spiesser, j'ai envie, j'aimerais jouer un flic. Alors, il faut peut-être qu'il se dépêche. Il faudrait un flic un peu décalé, un peu lunaire. Alors, il y a beaucoup de séries américaines, d'ailleurs, qui sont dans un registre que je pourrais faire. Notamment, il y a une espèce d'obsessionnel, je ne sais plus comment ça s'appelle... il est complètement monomaniaque. Oui, c'est Monk. Oui, c'est Monk. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Il va vérifier si le gaz est fermé, etc. Bon. Et moi, comme je suis un peu comme ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Oui, car c'est vrai, vous avez des tocs dans la vie. Oui, j'ai des tocs, malheureusement. Depuis toujours? Depuis l'âge de 8-9 ans, oui. Le jour de la première, par exemple, à l'Olympia en 93, votre souci, c'était est-ce que la porte de chez moi est bien fermée? Oui, exactement. Où est-ce que j'ai posté telle lettre? Oui. Ah non, c'est terrifiant. Comment ça se fait? Comment on vit avec ça? J'ai fait 8 ans de psychanalyse et sans aucun succès. J'ai fait plusieurs... on vit avec. Hein. Il faut chasser le... je dirais que depuis que je suis marié, ça va mieux. Oui. Mon adorable épouse Tiffany m'a fait un peu disparaître ces tocs-là, je dirais. Vous êtes marié sur le tard? Sur le tard, oui. Pas sur l'oreiller, mais sur le tard. Vous avez pris votre temps. J'ai attendu 60 ans. Vous connaissez la phrase de Talleyrand sur le mariage.
Ah, elle est délicieuse. Le mariage est une chose suffisamment sérieuse pour qu'on y réfléchisse toute sa vie. Voilà, et vous avez bien réfléchi. Et nous, on ne va pas réfléchir, on va se précipiter ou en tournée ou à Paris au Théâtre de Passy pour vous applaudir et vous découvrir avec Bernard Mabille dans le cake aux olives. Hein, c'est la recette du succès, si j'ose dire. Eh bien, espérons-le. Je vous le souhaite en tout cas. Merci Philippe Chevalier. Continuez. Merci à vous, et puis Jacques. revenez quand vous voulez parce que vous avez tellement de choses à dire. C'est vrai. Merci, Jacques. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.